Souleymane Niang. Au lendemain de la mort de Baba dit Amdel officiellement lors d'une tentative d'évasion de la maison d'arrêt de Louga, une enquête a été ouverte ce matin par le procureur et confiée à la police. Mais les vraies raisons de la mort violente du meurtrier présumé d'un Américain à Kaolack il y a quelques années seront connues à l'issue de l'autopsie prévue à Dakar. Plus de détails avec notre correspondant à Louga, Abraham Polpouille. Pour le moment, le corps est acheminé à Dakar pour autopsie. Les autorités judiciaires attendent les résultats pour connaître les causes du décès. L'enquête est enclenchée. Le procureur directeur de l'enquête et maître des poursuites l'a confié au commissariat central de Louga. Pour l'instant, les autorités ne veulent pas se prononcer sur le sujet, mais selon des informations obtenues, le présumé meurtrier de l'Américain de Kaolack aurait tenté de s'évader de la maison d'arrêt et de correction de Louga. Il a été arrêté récemment à Linguère et inculpé pour l'assassinat d'un homme à Thiel. Il est aussi poursuivi pour d'autres meurtres. Le présumé meurtrier qui est décédé est seulement âgé de 25 ans. Abraham Polpouille, Louga, Radio Futur Média. Ici à Dakar, évoquons l'insécurité à Keur Massar. Les populations réclament le renforcement de l'effectif des forces de sécurité ainsi que l'éclairage public des zones à risque telles que la forêt classée de Mbao. Reportage Aminata Ba. Insécurité Keur Massar moom fi dekkul mënoo koo xam te buñ koy wax itam da ngay naan déedéet loolu war ta mun a am. Une insécurité totale règne à Keur Massar. Vols et agressions sont monnaie courante. Pape et amis confirment. Une immense insécurité sur les ruelles et tout. Il y a beaucoup d'agresseurs dans cette localité. Les femmes n'osent plus sortir la nuit. Un phénomène très récurrent au niveau de la forêt classée, constate Abdou. Ici, les véhicules de transport en commun sont les cibles des malfaiteurs. Ils sont souvent attaqués. Ce jeune homme croisé à la gare routière de Keur Massar, lui, dénonce le manque d'éclairage public dans cette zone. Le manque de lampadaires aussi, ça joue. Il faut dire que toute la ruelle là est sombre, il n'y a pas de lumière. S'il y a les lampadaires, ça diminue l'insécurité. Il demande une présence policière dans les lieux où sévissent les malfrats. Les forces de l'ordre doivent être plus présentes avec souvent des patrouilles. C'est pour mieux sécuriser la population aussi. Les policiers doivent être beaucoup plus présents sur le terrain et assurer la sécurité des gens. Ils sont payés pour ça. Keur Massar, une zone qui devient de plus en plus populeuse, mais les populations se heurtent au phénomène d'insécurité. À noter, autre aspect de l'actualité, le décès, la mort subite d'un homme dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop ce matin. Selon des informations obtenues au niveau du centre des œuvres universitaires de Dakar, il ne s'agirait pas d'un étudiant. Le corps a été d'abord déposé au centre médical du Coude, donc au sein de l'université, avant d'être transféré à la morgue d'un hôpital de Dakar. Le puits de gaz de Ngadiaga qui a pris feu il y a un peu plus d'un mois n'est toujours pas éteint. Jusque-là, les experts américains dépêchés sur les lieux n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes. Pendant ce temps, la peur et l'inquiétude gagnent les populations riveraines. Certains habitants de Ngadiaga ont d'ailleurs déménagé. Cheikh Anta Diop. À Ngadiaga, les habitants sont de plus en plus inquiets. Il y a un bruit assourdissant qui se dégage du puits en flammes depuis quelques jours. Les experts américains qui sont sur le terrain semblent n'avoir pas encore trouvé de solution à ce problème. Et les populations ont décidé de mobiliser les chefs de village de Ngadiaga, Djelekpeul, Djelewolof pour une rencontre d'explication avec le chef de production de Forteza. La situation est devenue plus alarmante depuis 3 voire 4 jours. Nous entendons des bruits très critiques, des bruits assourdissants et plus la nuit, parce que la nuit tout est calme, on n'entend que le bruit du puits de gaz. D'ailleurs, certains riverains ont déjà quitté le village de Djelekpeul où se trouve le puits de gaz pour aller vivre ailleurs. Ces chefs de famille-là ont décidé de quitter leur maison de leur propre gré. C'est l'État qui devait le faire, ce sont les autorités qui devaient les aménager, voir où ils peuvent les amener.
La situation est aujourd'hui d'autant plus critique à Ngadiaga que certains sages du village redoutent un certain aspect mystique autour de l'incident. D'ailleurs, ils font remarquer que la zone a toujours été habitée par des djinns. Ce puits de gaz a pris feu depuis le 19 décembre 2020. Cela fait déjà plus d'1 mois. Les experts n'arrivent toujours pas à éteindre le feu malgré les importants moyens mobilisés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Covid-19 au Sénégal, 10 morts ont été enregistrés hier lundi, ce qui porte le bilan à 592 décédés aujourd'hui. Les autres chiffres du jour, 48 cas graves sont traités dans les services de réanimation. 189 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. S'agissant de nouvelles contaminations, sur 1515 tests effectués, 133 sont revenus positifs, dont 36 cas contacts et 97 cas de contamination communautaire. Parmi ces cas communautaires, 26 ont été dépistés à Kaolack. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et plus précisément à l'école supérieure polytechnique, 2 cas de Covid-19 ont été dépistés. Il s'agit de 2 étudiants qui sont actuellement pris en charge. En conséquence, le campus donc de l'ESP a été fermé et les étudiants ont basculé en cours à distance. Nous nous sommes rendus aujourd'hui sur le site à la rencontre des étudiants trouvés sur place qui donc appellent leurs camarades à respecter les mesures barrières, puisque selon eux, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté ces mesures que des cas ont été enregistrés sur place. Reportage réalisé par Pape Mbaye Diao. C'est la psychose à l'école supérieure polytechnique de Dakar après les quelques cas de Covid-19 enregistrés. Étudiant à l'ESP, Aboubakari Anastiam ne cache pas son inquiétude. Pour l'instant, on est très inquiet. On a même suspendu les cours. Bon, on rencontre beaucoup de difficultés pour terminer les cours et tout. Vu la situation, je vois que l'année sera compliquée et on aura du mal à terminer. Je pense que c'est déplorable, c'est une situation déplorable. Les étudiants de l'ESP fustigent le comportement de certains de leurs camarades qui, malgré les cas de Covid, continuent de fouler aux pieds les mesures barrières. Si on est inquiet, d'une part on est inquiet parce qu'il y a certains étudiants qui ne sont pas genre, ils ne se soucient pas des autres. Et il faut quand même souligner que le coronavirus est dans notre pays et dans tous les cas, il faut prendre nos précautions. Ouais, ça aussi, ça ne nous aide pas. Ouais. C'est le problème des comportements, en fait. Il y en a qui réalisent pas vraiment que le virus est là pour l'instant. Alfred, un étudiant en informatique, va plus loin. Selon lui, les cas de Covid-19 résultent du comportement des étudiants. S'il y a relâchement, ce serait plutôt au niveau des étudiants, en fait. Parce que les mesures sont là, partout où vous passez, vous allez voir forcément en marchant. Vous n'allez pas faire 100 mètres sans voir quelqu'un qui tient une bouteille de gel hydroalcoolique dans la main. Donc, s'il y a problème au niveau des mesures barrières, c'est pas forcément à cause de l'administration, c'est peut-être à cause des étudiants eux-mêmes qui... Avec les cas de Covid notés à l'école supérieure polytechnique, les étudiants vont faire des cours à distance pendant 2 semaines, une manière d'éviter la propagation du virus dans le temple du savoir. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, il y a les mesures réglementaires et administratives prises par les autorités, notamment le couvre-feu partiel à Dakar et Thiès, mesures confirmée et prolongée lors de la déclaration du ministre de l'Intérieur. Vous vous rappelez, c'était le 18 janvier dernier sur le plateau du journal télévisé de la RTS. Alors, fin ou non de la période de couvre-feu à Dakar et Thiès aujourd'hui ou demain, oui, si on se fie donc à cette déclaration du ministre qui avait parlé de 8 jours. Non, si l'on en croit le secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, qui évoque l'entrée en vigueur de la nouvelle loi modifiant la loi 69-29 ainsi que les décrets d'application et le décret du 22 janvier dernier qui proclame l'état d'urgence sanitaire. Les explications d'Abdoulatif Coulibaly recueillies par Binta Diallo. Ce qui est terminé, c'est plutôt la mise en œuvre des dispositions du décret 72-336 qui avait permis au gouvernement, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui crée un nouveau régime juridique, le décret d'application de cette loi et les décrets qui installent, proclament l'état de catastrophe sanitaire. Il faut donc distinguer
la mise en œuvre de cette disposition qui avait été annoncée par le ministre de l'Intérieur pour 8 jours. Mais entre-temps, précisément la loi, son décret d'application et les décrets qui proclament l'état de catastrophe sanitaire sont entrés en vigueur effectivement le 22 janvier. Et que par conséquent, le couvre-feu tel qu'il est défini dans le nouveau régime, le 3e régime dans la loi de 1969 est également entré en vigueur. Par conséquent, on ne peut pas aujourd'hui dire que le couvre-feu a pris fin. Au contraire, il est même renouvelé et effectivement confirmé par le décret de proclamation de l'état de catastrophe sanitaire. Autre dimension de la lutte contre le Covid-19, le port des masques. Des Sénégalais mettent en garde les autorités sur une éventuelle interdiction des masques artisanaux ici au Sénégal, masques interdits désormais dans plusieurs pays européens. Ils estiment que c'est une façon pour les Occidentaux de faire une ingérence dans les affaires du continent africain. Non aux masques chirurgicaux, crient ces citoyens. Ils doutent même de l'efficacité des vaccins. Omar Mbow a fait un tour au marché Mame Diarra de Golfe Sud et dans certaines rues de la commune de Guédiawaye. Voici sa correspondance. Il est hors de question que les autorités sénégalaises cèdent à la pression des Occidentaux jusqu'à interdire les masques artisanaux dans notre pays. Il faut nous défendre sur le masque. Les Sénégalais ne vont pas accepter cette mesure, nous dit ce tailleur. Parce que vraiment, moi là. Surnommé Modou Masque. Modou Masque. Il doute que les masques chirurgicaux soient plus efficaces que ceux artisanaux. Masque artisanal sur le visage, cette femme âgée était au téléphone avec sa fille. Mère Oumi Samb est agacée par le comportement des puissances occidentales. Affectueusement appelé Tonton Maurice, ce soudeur métallique observe une pause devant son atelier. Au-delà des masques, il ne veut pas non plus du vaccin. Les autorités sont donc averties. Certains de nos concitoyens disent non au vaccin, oui aux masques artisanaux. RFM Guédiawaye, Omar Mbow. Et puis dans le cadre des mesures d'atténuation de l'impact socio-économique du Covid-19, des artisans des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine ont reçu leur part des 5 milliards dégagés par l'État pour les soutenir, chèque remis par le ministre de l'Artisanat, Papa Amadou Ndiaye, que je vous propose d'entendre au micro d'Ibrahim Djamé. Nous avons une enveloppe globale pour la première tranche de 5 milliards, qui est une enveloppe retirée d'une somme de 25 milliards que le président de la République, dans sa grande magnanimité, a mis à la disposition du secteur de l'artisanat. Maintenant, nous avons démarré ce lancement, tout d'abord à Dakar, puis à Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone centre, à Kaolack, Sine Saloum, et nous avons non seulement la région de Kaolack, de Kaffrine, mais également de Fatick. C'est l'ensemble des personnes inscrites dans le cadre de l'aide Covid qui seront bénéficiaires de cette aide. C'est une distribution évolutive et nous demanderons donc à tous et à toutes d'être patients car comme ils l'ont été durant toute la pandémie, ils devront également faire preuve de patience. C'est par un tirage. Les premiers vont avoir et au fur et à mesure de la distribution, tous ceux qui ont été inscrits, tous sans exception, auront accès à l'appui aide Covid. Mais en attendant, ce seront les premiers servis qui auront la chance, mais espérons que très bientôt, nous allons nous y atteler pour que les autres aussi puissent avoir accès à cette aide Covid. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. C'est le service minimum ce matin à l'hôpital régional de Ziguinchor où l'intersyndicale des travailleurs de la structure observe une grève totale pour dénoncer un certain nombre de problèmes. Il s'agit entre autres du retard dans le paiement des salaires et de certaines indemnités, le manque de médecins spécialistes. L'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor menace de durcir le ton la semaine prochaine si les autorités ne prennent pas en charge leur plateforme revendicative. Lamine Ba.
La paralysie est presque générale ce matin à l'hôpital régional de Ziguinchor. L'intersyndicale des travailleurs de l'établissement sanitaire a décidé de mettre à exécution sa menace. Il s'agit principalement aujourd'hui de l'arrêt total du travail pour le mardi d'aujourd'hui avec respect des urgences et du service minimum. Plusieurs raisons justifient cette posture de radicalisation des travailleurs, explique Siméon Faye, chargé de communication de l'intersyndicale. Il y a déjà les retards intempestibles de paiement des salaires et des autres indemnités au niveau de la structure. 70% tous des contractuels contre moins de 30% de la part de l'État. À cela, si vous ajoutez aussi le fait que quand l'État ne paye pas ses dettes vis-à-vis de la structure, donc cela va sans dire que le personnel ne pourra pas être payé à temps. Aujourd'hui, le centre hospitalier régional de Ziguinchor a un service de cardiologie, mais dépourvu de médecins. Nous avons le plus grand bloc opératoire de la zone sud, mais dépourvu d'un médecin anesthésiste réanimateur. Cette paralysie devrait aller crescendo dans les semaines à venir si les autorités ne trouvent pas de solution au problème posé par les travailleurs, prévient Siméon Faye. Présentement, tel que nous l'avons démarré, en tout cas, on va aller crescendo, c'est-à-dire on va y aller step by step. On a commencé par une grève d'une journée. La semaine prochaine, ce sera une grève de 48 heures, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'État nous entende. Depuis quelques semaines, l'hôpital régional de Ziguinchor est le théâtre d'un bras de fer entre les travailleurs et la direction. Une situation qui commence à avoir des répercussions sérieuses sur le fonctionnement de l'institution. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor, interpellé par notre correspondant, regrette le mouvement d'humeur des travailleurs intervenu en pleine discussion pour trouver une solution aux problèmes posés par les grévistes. Martial Kolibop annonce que des médiations sont en cours sous la médiation du service régional du travail pour trouver une issue à cette impasse. Il est avec Lamine Ba. Je voudrais juste rappeler que depuis le début, l'inspecteur du travail est intervenu pour qu'on puisse faire une négociation. La négociation a démarré et demain, en principe, c'est le dernier jour de la négociation. Mais il faut rappeler quand même, l'inspecteur du travail leur avait dit qu'on ne pouvait pas négocier et en même temps faire des mouvements d'humeur, parce que ceci n'était pas en cohérence avec la réglementation. C'est ce que je peux dire. Nous sommes en négociation. Tous les points qui ont été abordés, nous avons pu trouver des terrains d'entente. Et demain, on va échanger sur les autres points qui restaient en ce qui concerne la plateforme. Appréciation, je ne pourrais pas rentrer dans l'appréciation. Moi, ce qui est important, l'essentiel qu'on puisse s'entendre et travailler. Ils ont posé des problèmes, on échange sur les problèmes et on trouve des solutions. Toujours dans l'actualité sociale et syndicale, les travailleurs des collectivités territoriales disent non à la suppression des villes et exigent l'effectivité du statut des travailleurs avant toute autre réforme. Regroupés au sein du syndicat unique des travailleurs du Sénégal, ils dénoncent le calvaire dont ils se disent victimes, qu'ils disent vivre après leur redéploiement dans les collectivités territoriales. Ils étaient devant la presse ce matin. Vous aurez le compte rendu lors de nos prochaines éditions. Le comité d'entreprise de la Poste tenait également une conférence de presse ce matin pour parler de la situation de la société. Cette entreprise publique traverse des difficultés au plan de la trésorerie, un prétexte pour nous intéresser donc à la Poste où les détournements de fonds sont récurrents ces dernières années. Les agents semblent être les bourreaux de la boîte. Binta Diallo. Les détournements de fonds à la Poste sont pratiquement monnaie courante. Le chef du bureau de Poste Dakar Étoile, faut-il le rappeler, a été arrêté par la division des investigations criminelles en octobre dernier. Il aurait pris 100 millions de francs CFA des caisses de la Poste, argent qu'il aurait offert gracieusement à son marabout. L'autre vol aurait été perpétré par le receveur de la Grande Poste de Dakar, un montant de plusieurs millions de francs CFA. Après son forfait, ce dernier a pris la fuite lorsqu'une mission de vérification a débarqué. Il a également organisé son injoignabilité, écrivaient nos confrères de Libération le 23 octobre 2020. Notre correspondant de Ziguinchor, lors d'une correspondance à la radio en avril 2019, avait révélé un détournement de 34 millions de francs CFA par un agent de la Poste de la région sud. L'enveloppe était destinée aux bénéficiaires des bourses familiales. Ce dernier avait été envoyé en prison en 2018. Un audit avait révélé un trou de 150 millions de francs CFA à l'agence Poste Finance de Medina Bay à Kaolack. Au-delà
des détournements des fonds à la Société nationale des postes, la gestion du directeur sortant avait été bien critiquée. En 2018, faut-il le rappeler également, l'amicale des diplômés des écoles des postes avait demandé à Siredia la lumière sur un déficit de 180 milliards de francs CFA. Bien sûr, nous reviendrons lors de nos prochaines éditions sur la conférence de presse du comité d'entreprise. Conférence de presse qui se tient actuellement ici à Dakar. Et puis terminons avec la Journée internationale de la douane, une institution financière incomprise par bon nombre de Sénégalais. Pour certains, la douane se charge de collecter de l'argent auprès des citoyens. D'autres, par contre, lui vouent un respect incommensurable. Reportage à l'occasion de la Journée internationale de la douane aujourd'hui. Salimata Aou. La douane existe dans presque toutes les nations. Ses missions varient d'un État à l'autre, mais elle est presque toujours une institution économique et financière à caractère fiscal. Une institution méconnue, Ousmane se fonde uniquement sur des rumeurs pour qualifier ce corps. Parfois j'entends des choses pas du tout catholiques sur la douane. Par exemple chez les commerçants, et d'ailleurs c'est pourquoi ce métier-là vraiment je ne l'aime pas. Tout le contraire du vieux Cheikh Ndiaye qui a de l'admiration pour ce service. Là, il faut avoir quelque chose dans la tête. Il faut savoir qu'est-ce que la douane au départ. Quel est le but de la douane? La douane n'est pas seulement prendre de l'argent. C'est pas ça. Ils mettent dans les caisses du trésor. L'État, en retour, il regarde son budget. Il prévoit son budget. En passant par la douane, en passant par les impôts, pouvoir construire des routes, construire des hôpitaux. Mais excellent, sur le plan économique surtout. Sinon, il y aurait des flottes, nous on ne mangerait pas. Le pays, les caisses de l'État n'auront rien à nourrir le peuple sénégalais. Maïtine, lui, dit ne pas être intéressé par la douane et ne pense pas changer d'avis. Non, je n'aime pas du tout et je ne connais pas la douane aussi, comparé aux gendarmes et autres policiers. En cette journée mondiale de la douane, le constat est général. Beaucoup de Sénégalais ignorent cette institution, une institution qui est chargée d'effectuer des contrôles de sûreté et de sécurité ainsi que la collecte des taxes. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Barthélémy Ngom. Bonjour Souleymane Niang. 4 ans après la condamnation de l'ancien président tchadien, les victimes réclament toujours leur indemnisation. Eh bien, l'Union africaine n'a toujours pas mis en place le fonds fiduciaire pour l'indemnisation de ces victimes, ce que regrette d'ailleurs une coalition d'organisations de droits de l'homme. Parmi elles, Amnesty International. Seydi Gassama est le directeur exécutif de la section sénégalaise. Sentiment de regret, mais surtout de déception et d'abandon de la part des victimes de Sénabré, parmi lesquelles il faut le rappeler à 2 Sénégalais, que l'Union africaine, depuis donc la fin du procès, n'est pas daigné mettre en place ce fonds qui est destiné donc à indemniser les victimes d'Abré. Vous savez qu'Abré a été condamné à verser aux parties civiles une indemnité. Cette indemnité devrait être versée dans un fonds qui devait être alimenté à la fois par les biens du Sénabré qui devraient être recensés, mais aussi par les contributions volontaires des États comme le Sénégal, le Tchad et l'Union africaine. À ce jour, absolument rien n'a été fait. L'Union africaine a semblé oublier cet engagement et les victimes tchadiennes, sénégalaises s'impatientent. Certaines d'entre elles sont décédées depuis la fin de ce procès et on craint que les choses traînent pendant très longtemps encore et que beaucoup de ces victimes-là ne soient plus de ce monde. Rappelez que Hissène Habré a été condamné par les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture commis plutôt durant son règne au Tchad de Souleymane. Élections législatives en Côte d'Ivoire, le PDCI présente près de 144 candidats. Des centaines de candidats sont en lice pour le scrutin législatif du 6 mars prochain. 255 sièges dans 205 circonscriptions sont à pourvoir. Des circonscriptions que se sont réparties le PDCI et ses alliés de la plateforme Pro-Bagbo. Le parti d'Henri Konan Bédié aligne près de 140 candidats. Le PDCI a mis le paquet sur les régions du centre mais ne délaisse pas pour autant les autres régions du pays. Centrafrique, plus de 40 rebelles tués par les forces armées du pays et leurs alliés. Elles ont d'ailleurs pris le contrôle de la ville de Boda, située à 180 km au sud-ouest de Bangui, où des rebelles de la CPC étaient positionnés depuis plus d'1 mois. Les forces centrafricaines et leurs alliés ont également mené une offensive non loin du village de Lambi. 3 prisonniers rebelles ont été acheminés à Bangui et à Souleymane. Et puis, procédure de destitution contre Donald Trump, l'acte d'accusation transmis au Sénat.
Trump est accusé d'avoir incité à l'insurrection. Son discours tenu juste avant l'invasion du Capitole est cité dans l'acte d'accusation, mais aussi le coup de fil qu'il a passé au secrétaire d'État de Géorgie pour lui demander de trouver des votes en sa faveur, ce alors que les résultats étaient déjà certifiés dans cet État où Joe Biden était déclaré victorieux. Alors, deux questions s'imposent, Souleymane. Comment comprendre une procédure de destitution contre un président qui n'est plus en exercice? Que risque Trump si la procédure aboutit? Des questions que nous avons posées au professeur Ousmane Sène, directeur du WARC. Écoutez sa réponse. Les enjeux sont autres. Cette procédure de destitution, si elle aboutissait, ferait perdre au président Donald Trump beaucoup de choses, en particulier certains de ses droits civiques. C'est clair, ce qui voudrait dire que Donald Trump n'aurait peut-être plus la chance de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2024. Maintenant, la question c'est de savoir si les républicains, parce que les républicains ont deux choses, suivre Donald Trump avec la chute extraordinaire de sa popularité et de sa crédibilité au niveau des Américains, ou bien alors ne pas soutenir Donald Trump et apparaître comme des sortes de traîtres parmi les inconditionnels de Trump. C'est un choix très compliqué, très difficile pour eux. Le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, le procès de Donald Trump ne débutera que le 9 février prochain. Un délai négocié pour lui permettre donc de préparer sa défense, mais il arrange aussi les démocrates, surtout que plusieurs membres du cabinet de Joe Biden doivent encore être confirmés par le Sénat. C'est ce mardi d'ailleurs que les sénateurs américains prêtent serment, Souleymane. Merci Barthélémy Ngom. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous tenterons d'évaluer l'efficacité des mesures restrictives prises par les autorités, notamment le couvre-feu partiel à Dakar et Thiès dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Et nous serons pour ce faire avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé, ainsi qu'avec le professeur Issa Wan, expert en santé publique. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Diagne Junior. Merci Souleymane et bonjour à vous. L'actualité des sports, d'abord la présentation du programme d'Augustin Senghor. Les dirigeants de Génération Foot approuvent. Ils approuvent la sortie de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et candidat au poste de président de la Confédération africaine de football, sortie faite à Praia au Cap-Vert ce week-end pour étaler les 11 points de son programme. Mais les dirigeants de Génération Foot vont plus loin. Pour le responsable de la communication, Talefal, les Africains doivent se réveiller, arrêter d'être les béni-oui-oui de ceux qui dirigent la FIFA. L'Afrique compte 54 voix, elle doit se prendre en charge et prendre en charge ses préoccupations. Talefal que nous écoutons. Justin a fait un bon exposé concernant son programme. Il a montré les axes et les changements qu'il devrait pouvoir apporter à la CAF. De toute façon, aujourd'hui, de par son expérience, je pense qu'il présente le meilleur profil parmi tous les candidats qui peuvent se présenter. On a vu, il y en a deux qui traînent des casseroles et dont on parle pour celui-ci, c'est le chouchou de Gianni Infantino. Donc ce serait quelque chose même qui m'aurait étonné parce qu'aujourd'hui, c'est pas la FIFA qui est en campagne ni en élection. Donc c'est la CAF, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 voix. On ne devait pas non plus se sous-estimer. On doit présenter le candidat. Et aujourd'hui, Augustin présente toutes les garanties pour pouvoir apporter les changements qu'il faut. Parce que je verrais mal aujourd'hui la FIFA s'impliquer dans des élections qui se passent en Amérique du Sud. Jamais. Je pense dans l'histoire, on verra la FIFA où on entendrait dire que celui-ci, soit c'est des choses qu'on devrait pouvoir bannir. Parce qu'il faudrait que les Africains se sentent responsables. Parce qu'au niveau de la CAF, on doit pouvoir peser plus tard sur les élections. Parce que l'Afrique, c'est quand même 54 pays. Et c'est 54 fédérations. Donc on doit avoir un président qui se fera respecter, qui aura une voix autorisée. Parce qu'il va rentrer dans le bureau exécutif et il sera quelqu'un de très écouté. Il ne sera pas quelqu'un, un béni ou un larbin ou un laudateur. Il faudrait... Et je pense qu'aujourd'hui, en élisant Augustin à la CAF, on est sûr de pouvoir avoir quelqu'un qui sera respecté. Malal, parlons maintenant de l'organisation de la CAN 2021 des U20. La Mauritanie est fin prête. La fédération dit
tout est OK, tout est prêt sur le plan organisationnel, infrastructure, hôtel, route, mais également sur le plan sportif. Les équipes peuvent venir. Une compétition, toutefois, que la Mauritanie compte organiser pour la remporter. Nous avons rencontré à Praia le secrétaire général de la Fédération mauritanienne de football, son nom Ahmedou Mérik. Nous l'écoutons. Les préparatifs vont bon train. Je pense que, où je vous parle, les derniers réglages sont en train de se faire. Et nous sommes véritablement fin prêts pour abriter, accueillir et abriter la compétition dans d'excellentes conditions. Vous allez faire jouer les équipes sur combien de stades? Est-ce que sur le plan des infrastructures également, tout est fin, OK? Oui, sur le plan des infrastructures, tout est prêt, sinon on n'aurait pas prétendu à l'organisation. Le tournoi va se jouer donc sur 3 stades, 2 à Nouakchott et 1 à Nouadhibou, comme je l'ai dit, la capitale économique du pays, comme je l'ai dit plus haut. Et donc les 3 stades sont fin prêts sur le plan des infrastructures, donc nous n'avons pas de problème. Tout est fait prêt et comme je vous ai dit, au niveau maintenant organisationnel, nous sommes en train de faire les dernières retouches, les derniers réglages afin justement de parvenir à l'organisation parfaite de la compétition. Sur le plan sportif, évidemment, quand on organise, c'est pour gagner. Est-ce que c'est ça l'objectif de la Mauritanie? Bien évidemment. C'est l'ambition suprême, c'est l'objectif de tout celui qui organise une compétition, et à notre niveau, ce serait vraiment, c'est notre objectif, c'est notre ambition, et je crois que c'est légitime parce que c'est une courbe ascendante en matière de progression de notre football depuis ces dernières années. Je pense qu'il serait juste qu'une consécration du genre couronne tous ces efforts-là. Pour finir avec le programme du CHAN avec les équipes de la poule C, Ouganda, Maroc, Togo, Rwanda, c'est à 19h. À noter également le choc en Italie pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. L'Inter Milan joue contre l'AC Milan, c'est le choc de Milan. Ce sera donc ce soir Zlatan Ibrahimovic contre Romelu Lukaku. En Angleterre, Crystal Palace défiera à l'équipe de West Ham, c'est pour le compte de l'acte 20 de la Première Ligue. À noter que Manchester City pourrait être leader en cas de victoire ce soir devant l'équipe de West Bromwich Albion. Arsenal toujours sur sa relance avec ce match qui va l'opposer également aujourd'hui face à l'équipe de Southampton. Suleiman. Merci Malal Diagne Junior, il est 12h33 minutes. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi 26 janvier 2021 passée en revue par Georges Déthié Diop. Le remède du Bureau de prospective économique pour gagner le combat contre le Covid-19. Le BPE préconise 8 mesures. Selon Vox Populi, il s'agit entre autres de remobiliser les communautés, promouvoir activement le port du masque en ramenant le prix des masques jetables à 50 francs CFA en pharmacie et des masques lavables à 300 francs CFA à l'unité, faire bon usage du couvre-feu, multiplier les tests rapides et décentralisés à coût très réduit ainsi que les tests sérologiques, mettre à niveau les CTE et les démultiplier, améliorer la prise en charge à domicile, mettre en place une stratégie prudente et progressive de vaccination pour mieux apprendre de l'expérience internationale. La vaccination contre le Covid-19, justement, enquête souligne que l'heure est aux manœuvres. Alors que le flou s'installe sur l'efficacité des candidats vaccins, les États peaufinent leur stratégie de vaccination. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO veut commander 240 millions de doses. L'anglo-suédois AstraZeneca, les Américains Moderna et Pfizer-BioNTech, les vaccins qui ont la cote selon enquête qui rapporte les propos du docteur Hassan Diop, pharmacien. Il indique que le vaccin le plus approprié pour nous, c'est celui qui doit être conservé à 2,8 degrés. En attendant, Tribune nous apprend que le virus circule à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plus d'une centaine de cas sont recensés à l'école supérieure polytechnique. Une situation qui a poussé l'établissement à fermer ses portes pour se consacrer aux cours en ligne et ce pour 15 jours. Cela coïncide, il faut le souligner, avec la fin des 12 jours de couvre-feu à Dakar et Thiès. Si l'on se fie en tous les cas
à Walf Quotidien. Les gouverneurs de ces deux régions avaient pris des arrêtés qui expirent aujourd'hui parce que pris pour 8 jours francs. Ainsi, Walf indique que Dakar et Thiès sont suspendus aux lèvres de Macky Sall. En tous les cas, dans Sud Quotidien, Ibabari Kamara, enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, explique que faute de la signature d'un décret, il n'y a plus d'état d'urgence ni d'état de siège, encore moins de couvre-feu au Sénégal. Le Covid-19 et l'économie, l'AS informe que les investissements directs étrangers dans le monde ont chuté de 42% en 2020. Le journal se fonde sur un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, situation engendrée par la crise mondiale née de la pandémie. Pour ce qui est de notre pays, l'AS fait savoir que malgré cette tendance baissière, le Sénégal a pris de l'embonpoint avec des flux d'entrée estimés à 750 milliards de francs CFA. La monnaie écho et la problématique de sa mise en œuvre, le journal Le Quotidien rapporte que le dernier sommet des dirigeants de la CEDEAO a décidé de dispenser les États du respect des critères de convergence pour la mise en place de la monnaie unique. Une décision qui entérine un blocage de fait, mais risque aussi de mener à la mise en place d'une monnaie de singe ou de la repousser au calendrier grec. Le groupe La Poste dans une mauvaise passe. Selon Source A, La Poste traîne un déficit de 42 milliards de francs CFA. La raison, si l'on se fie aux confrères, les bourses de sécurité familiale. D'ailleurs, les travailleurs vont rencontrer ce matin les journalistes pour évoquer cette dette que l'État doit à la Poste. À la une de l'Observateur, l'affaire Diarisso, disparition, réapparition de la meilleure élève du Sénégal, la vérité cachée. Le journal revient sur cette affaire qui a tenu en haleine le pays, du début à la fin. Son hôtel à plus de 100 € près de la gare du Midi, les résidences de jeunesse à Bruxelles, la lettre adressée à son parrain et la famille de poètes qui l'a hébergé. Son possible retour au Sénégal. Article à lire à la page 3 de l'Observateur. Pendant ce temps, Source A donne la parole aux étudiantes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur cette affaire Diarisso, bien sûr. Reportage à la cité Aline Sitoé Diatta, ex-Claudel. Ce drame à la maison d'arrêt et de correction de Louga à la une de l'Observateur, à la une aussi du journal Les Échos. Le présumé meurtrier du jeune américain Mohamed Sissé à Kaolack meurt en prison en tentant de s'évader. Il a lourdement chuté avant de cogner sa tête contre les carreaux. Sport pour terminer en attraction ce soir, Inter Milan AC. Match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Record fait état d'un chaud derby, stade d'un derby en quart pour oublier les faux pas. À vos kiosques et bonne lecture.